Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de la recherche clinique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Héloïse Le Roland qui va nous parler de son parcours et de son évolution professionnelle. Elle a commencé comme nous en tant qu'arc et aujourd'hui elle a évolué. Donc bonjour Héloïse et merci d'être là. Bonjour Nawel, merci pour cette invitation. Avec plaisir. Donc Héloïse, est-ce que tu peux te présenter et parler un petit peu de ton parcours et comment tu as atterri dans la recherche clinique? Bonjour, donc oui, Héloïse Leroland, je suis dans la recherche clinique depuis plus de 20 ans. J'y suis arrivée un petit peu par hasard, pour être honnête. À la base, je me destinais à la recherche en génétique et j'ai très vite compris que j'aurais du mal à rester enfermée dans un laboratoire. Mais je voulais rester dans la recherche, donc je me suis un petit peu cherchée. J'avais entendu parler d'une école qui formait justement à différents métiers en recherche. Donc c'était l'IUP Ingénierie de la Santé de Montpellier, qui a intégré en fait à l'université de pharmacie. Et j'y suis entrée un matin, mais véritablement comme ça, en demandant quelles étaient les différentes sections de formation et quels étaient les débouchés. Je suis tombée sur un petit monsieur et je me suis dit au début que c'est un monsieur qui traînait par là et je me suis dit le monsieur est perdu. Mais bon, je vais poser la question, je ne sais pas tout craquer. Et en fait, il s'était avéré que c'était juste le directeur de l'IUP. J'ai bien fait de pas l'envoyer. Et qui a été formidable. Et on a discuté un long moment tous les deux. Et donc, il m'a parlé de la recherche clinique. Je ne connaissais pas du tout. Et donc, il m'a fait une explication assez simple et courte. Et Dans quand le domaine j'ai de la compris que ça allait me pharmacie. permettre de travailler dans la pharmacie sans pour autant devoir faire des études de pharmacie qui étaient encore longues, du coup, j'ai sauté sur l'occasion de pouvoir intégrer cette école puisque mon profil l'intéressait et qu'il voulait que j'intègre sa formation. Donc voilà comment je suis arrivée dans la recherche clinique. Et par la suite, en fait, j'ai commencé dans un centre anticancéreux. Donc j'avais toujours été très intéressée par l'oncologie. Donc tous mes stages pratiquement ont été en oncologie. J'ai fait de l'onco-hémato. Et après de l'oncologie, on va dire générale sur différentes spécialités. Et j'ai été recrutée pour remplacer une personne quelque temps. Et à la fin en fait de ce congé maternité de la dame, il n'y avait pas de poste pour moi. Et donc en fait à Lille venait de se créer la Tumorothèque de Lille. Donc la Tumorothèque de Lille a été créée, était une association entre le CHRU de Lille et, euh, et le centre anticancéreux d'Oscar Lambray. Et ils avaient besoin de mettre en place toute la partie données cliniques. Et donc c'est comme ça que voilà, j'ai fait par la suite de la gestion de projet. Donc j'ai fait tech dans un centre anticancéreux. J'ai fait ARC en tumorothèque. Et par la suite, j'ai fait d'autres activités de développement de réseau en parallèle d'une activité tech pour une association qui était à l'origine gérée par des financements publics qu'on appelait des SENJEPS, qui Spécifique permettaient et le but. d'avoir des activités de recherche bien été développées, notamment toute la partie ville-hôpital, créer un réseau pour que les patients de la ville puissent bénéficier des essais cliniques hospitaliers. Donc voilà, donc j'ai fait un petit peu ça. Et puis par la suite, à l'arrêt des SENJEPS, il a fallu retrouver autre chose. Et là, j'ai été appelée par une clinique privée pour leur monter leur bureau de recherche clinique. Donc voilà, donc pour montrer que je suis arrivée dans la recherche clinique par J'ai hasard fait. et qu'en fait, j'ai Ouais. vraiment des métiers très différents dans la recherche clinique. Et par la suite, en fait, j'ai décidé de me mettre à mon compte pour accompagner des investigateurs dans la mise en place et le suivi de leurs patients en recherche clinique. Et au fur et à mesure des rencontres, des salons, des missions, j'ai évolué pour pouvoir être aujourd'hui indépendante avec d'autres T'es offres resté de longtemps services. en tant que tech ou arc moniteur ou t'as fait à peu près combien. T'es resté combien de temps en tant qu'arc? En fait, c'était des postes d'arc, mais sans être des postes d'arc D'accord. investigateurs. J'ai fait, moi, plus d'hôpital, on va Oui. dire, au début de ma carrière, quand même. Parce que, quelles que soient les missions, malgré tout, j'étais toujours rattachée à un centre hospitalier. Le monitoring, je l'ai fait plutôt en étant indépendante. D'accord, ok. Donc, c'est plus. Moi, ce qui m'intéressait, j'ai toujours été extrêmement intéressée par le contact hospitalier avec les Mm. patients. Parce que le contact de patient et être vraiment au cœur
de la recherche quand on la mène. Je trouvais ça extrêmement intéressant. Et le côté moniteur me plaisait pas trop. Des formations que j'avais eues, c'était pas la partie du métier qui me plaisait le Oui. plus. Et donc c'est vrai que j'avais fait le choix Mm. d'avoir un poste à Et l'hôpital, donc, avec ses avantages et ses c'était inconvénients. justement la question suivante sur les aspects du métier, que ça soit tech ou arc, hein, les aspects du métier que tu appréciais le plus et que tu aimais moins. Ce que j'adorais, c'était la diversité des projets. Quand j'étais en oncologie, on avait, on va dire, des spécialités, mais on avait, par exemple, moi j'étais plutôt scénologie, gynécologie, et puis, donc, il y avait énormément d'études hein, sur ces aspects, parce que c'était le grand boom sur le cancer du sein, etc. Mais par contre, on avait la possibilité de travailler en binôme avec d'autres arcs, en pneumo, en gastro, etc. Et donc moi, ce qui me plaisait, c'était ça, c'était la diversité des projets, la diversité du coup des populations à qui on adressait le projet. Du coup, la diversité aussi des interlocuteurs, parce qu'on avait des très gros labos comme des petits labos, des gros CRO comme des petites CRO. On avait à chaque fois une sorte de, de- de nécessité de se mettre en fait au diapason avec nos interlocuteurs qui étaient vraiment très différents. Et ce que j'aimais le plus, voilà, c'était cette diversité scientifique et le contact avec les patients. Ça, c'était extrêmement. Moi, ça m'a beaucoup changé dans mon, dans mon caractère. Quand j'ai commencé mes premières études en onco-hémato, je devais avoir 22 ans. Et ça change la vision de la vie, hein, tout de Tout à même. Hein. fait. Donc voilà, c'était de pas mal mûrir aussi. C'est ça qui m'a. Je trouve que le métier d'arc permet d'obtenir, c'est une reconnaissance finalement de notre Oui, chance qu'on a de temps en temps dans la vie d'être en bonne c'est santé. vrai. Et dans ce que je n'aimais pas, ce qui me pesait le plus, c'était plus les queries. Euh, euh, Le gros tableau. hallucinantes. Ouais, et alors, à la grande époque, donc c'était début des années 2000, il faut savoir qu'on Papier. recevait les queries par fax. Et Oh le mon lundi Dieu. matin, on avait fax avec les petits trous sur le côté. Donc, tu avais les papiers qui se pliaient comme ça. Et des fois, tu t'arrivais le lundi matin, tu avais Oh ça. mon Dieu. T'es passé quoi? Parce que nous, on avait donc des CRF, mes enfants, tripliqués, qui étaient donc récupérés par là, qui venaient monitorer. Et du coup, des fois, entre le moment où on avait le monitoring et le moment où on avait les premières queries, il avait fallu saisir les Oui. données par des personnes dont c'était le Mm. métier, hein, de la Mm. saisie, et derrière d'avoir une analyse. Donc des fois, on venait avec nous sur des questions, mais qui dataient de Mathusalem, où Ah. déjà, nous, en plus, en onco-hémato, en leucémie, etc., on avait souvent les patients qui étaient décédés. Donc, il fallait être sûr que ce ne soit pas une question pour laquelle il On peut fallait pas. éventuellement un retour. C'est ça. Donc voilà, on avait cette problématique-là, où du coup, ça nous a appris à bien anticiper, à bien préparer nos études aussi. Et puis voilà, c'est les queries, je pense, parce que ce que j'ai toujours vu, et là, ce qui est encore vrai, c'est qu'on a toujours deux mondes entre l'hôpital, entre, on va dire, les centres investigateurs et de la partie monitoring sponsor. Et ces gens-là n'arrivent pas à s'entendre parce qu'ils n'ont pas du tout la même vision de la recherche, pas du tout la même vision du patient. Et donc, de temps en temps, les uns ne comprennent pas les Oui. problématiques des autres et vice-versa. Je veux dire, ça va dans les deux sens. Et pour l'avoir fait aussi dans les deux sens, ça me permet aussi des fois de comprendre pourquoi on a des requêtes sur des documents dans les sites hospitaliers qui nous paraissent complètement improbables, alors que bon, au bout du bout, il y a une légitimité à les demander. Donc c'était plutôt ça, moi, qui me pesait. C'était des fois les problématiques rencontrées, les freins qu'on pouvait avoir qui nous empêchaient de travailler facilement avec nos patients ou les protocoles qui n'étaient pas adaptés au terrain. Oui. Ça, oui, ça me C'est pèse. toujours d'actualité, hein. C'est que parfois on Oui, me demande, moi je me rappellerai toujours de l'ARC qui m'appelle pendant la période de Noël, hein. Elle m'appelle, oui, Nawel, en fait on ne peut pas respecter le protocole, enfin les délais parce que les patients sont en vacances et nous aussi. Du coup il n'y a personne. Comment on fait? J'ai dit, bah écoute, il y a le protocole et il y a la vraie vie, hein. Bonnes vacances, profitez bien, profitez bien. Mais je peux rien faire en fait, on peut pas les forcer à...
c'est pas à la minute près, c'est pas à la date près, c'est que le but aussi, c'est de respecter les BPC et aussi, en fait, je pense qu'on oublie souvent, surtout les arcs, c'est pas de leur faute, hein, on les harcèle pour les aspects réglementaires et ils ont tellement peur de faire n'importe quoi et voilà. Et en fait, on se concentre trop sur tout ce qui est réglementaire, respecter les délais. Bah, c'est normal, hein, c'est pour avoir une bonne analyse. Mais le principe des BPC, c'est l'éthique, c'est le respect du Du patient. bien-être du patient, le droit du patient, et donc son bien-être fait partie de tout ça et qu'on oublie souvent malheureusement. Alors, c'est vrai que c'est des aspects qui sont difficiles. Alors, moi, entre guillemets, l'avantage en cancéro, c'est que les patients qui ont un cancer, ils veulent pas rater une chimio parce qu'ils savent que derrière, ça peut leur être fatal. Oui, Enfin, je veux dire, il y a des chimios sur certains états où si on rate un cycle, ça peut faire flamber. oui. Donc, ils n'ont pas d'intérêt à pas venir. Donc, en général, on n'avait pas trop ce problème-là. Ça, je l'ai eu sur des études où effectivement, il n'y avait pas de risque de décaler d'une Mm. semaine. Mais en fait, c'est toute la richesse de notre travail à nous d'anticiper. C'est-à-dire, on anticipe les problèmes d'une étude comme on anticipe les problèmes d'un Mm. produit. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà travaillé parce que je savais 6 mois avant que l'investigateur serait absent au mois d'août. Et donc, il fallait que je décale tous mes patients. Mais pour respecter le protocole, il fallait qu'en fait, comme j'avais 7 jours de battement sur les injections, je pouvais, si je décalais de une journée ou 2 jours chaque mois, chaque patient, tomber en dehors des vacances de la touille. Donc voilà, après, Tout un calcul. faut bien comprendre un calendrier. Faut bien faire la différence entre 28 jours de traitement et 21 jours entre deux C'est ça. injections. Voilà, c'était. Et alors après, voilà, le problème c'est que de l'autre côté, du côté moniteur ou du côté des fournisseurs de traitement, ils vous disent ah, mais vous respectez pas le calendrier. Ah, Mm. si, je respecte le protocole. Et moi, c'est ce qu'il me faut, c'est de respecter le protocole pour avoir une évaluation de la Mm. performance. Donc, mais voilà, c'est ça, je trouve ça, c'est ça qui est rigolo, c'est un peu la gymnastique de l'esprit à chaque fois sur comment on fait pour recruter les bons patients, pour qu'ils viennent à tous leurs rendez-vous, pour que les médecins nous prennent toutes les données, s'il C'est vous ça. plaît, répondez des données. On fait des fiches, prenez la Et oui. fiche, complétez, c'est tout ce qu'on vous demande. Voilà, sur des choses comme ça. Euh, bon, moi, j'ai toujours été connue voilà, pour savoir dire non aux Ouais. gens avec le sourire. Quand je suis partie en tant que courtier sérieux, j'ai un médecin qui me dit, moi, de toute façon, je me rappellerai toujours de vous. Vous étiez la seule à nous dire non, mais vous gardiez toujours le sourire. Mais par contre, quand c'était un non, c'était un non, hein. Il n'y avait pas de. Bah, je lui dis oui, je veux bien faire des efforts, mais quand c'est pas possible, c'est pas possible, quoi. Donc tout le monde doit s'adapter et tout le monde doit faire des efforts. Donc C'est ça, il faut être réaliste. voilà, Alors, et c'est du ça. coup, la prochaine partie, c'est vraiment ta transition vers un nouveau rôle. Et donc, quel a été le déclic pour envisager un changement de poste, que ça soit de tech à Arc Monitor ou d'Arc à freelance? Alors, je pense que je vais plutôt aller sur l'aspect du salariat à Oui. l'entrepreneuriat. Alors, moi, ma plus grosse problématique aujourd'hui, c'est quand je travaille pour d'autres gens, c'est de suivre des règles qui me paraissent complètement illogiques. Et j'ai beaucoup de mal et je suis pas très politique. C'est-à-dire que je peux entendre les choses si elles sont bien argumentées. Mais par contre, si on me dit c'est comme ça et c'est pas Oui, autrement, et alors que le truc est sans fondement et complètement illogique, je perds patience. Donc j'ai très vite compris que je ne pourrais pas rester non plus des années salariée. Après, je pense que j'ai aussi une fibre un peu d'entreprendre de nouvelles choses assez régulièrement. Je n'aime pas rester cantonnée à une chose, c'est-à-dire que j'aime apprendre. Vraiment, c'est un truc. J'aime découvrir des nouveaux projets, des nouvelles choses, etc. Et donc, c'était la solution pour moi de faire ce que je voulais, d'avoir des projets différents, de ne pas faire que tech, de ne pas faire que Arc Monito, de pouvoir accompagner dans des soumissions réglementaires, dans la rédaction de projets, dans des micro-analyses oui, observationnelles. Enfin, moi, c'est ça qui me plaisait. Et ensuite, d'avoir aussi une liberté
de gérer mon planning parce que par rapport à ma vie Mm. personnelle de l'époque, quand je me suis mise à mon compte, j'avais besoin d'assez de flexibilité. Et donc, du coup, ça m'a permis d'avoir cette flexibilité-là et de pouvoir aussi travailler sur des horaires qui, moi, me convenaient. C'est-à-dire que j'ai eu une grosse époque où je travaillais très bien de 22 heures à 2 heures du matin. Je te comprends. Voilà. Donc, du coup, franco-français, c'était un peu compliqué. Par contre, quand je travaillais avec des labos américains, c'était comme des dingues Oui, parce que j'envoyais des mails et je leur répondais, en fait. Donc, du coup, même quand des fois je pensais être tranquille à 2 heures du matin, c'est chling! ça. Ah bah oui, c'est vrai, il est 14 heures à New York. Euh, c'est ça qui m'a plu et je pense le challenge à chaque fois de faire des choses nouvelles, mais un peu comme aujourd'hui où faire mon métier en recherche clinique, pour moi, ça ne s'arrête pas à faire que des projets de recherche clinique. C'est aussi accompagner des sociétés à se développer sur d'autres continents. C'est d'accompagner des juniors comme, voilà, comme le fait l'ANAT, l'Association des architectes, qui aujourd'hui a vraiment vocation à aider, à faire émerger vraiment la valeur des arcs et des techs dans le métier de la recherche clinique. Donc là, voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément se permettre quand on est salarié. Et puis, être architecte, je trouve que ce sont des très beaux métiers aujourd'hui. Enfin, ce sont les petites fourmis qui construisent quand même la C'est fourmilière ça. et qui font que voilà. Je les vois un peu les petites abeilles en fait. C'est-à-dire que tout le monde veut le résultat, veut le C'est miel, ça. mais par contre, personne ne se pose la question de Qui fait le qui c'est travail? qui se tape d'aller chercher Exactement. à l'autre bout du champ. Et voilà. Donc, Alors, les petites abeilles qui nous écoutent, on est avec vous. vous êtes formidables. Voilà. Merci Héloïse. Donc, voilà. Et donc, quelles ont été les premières actions que tu as mis en place pour pouvoir évoluer ou du moins passer de l'autre côté de la barrière, salariat, freelance? Est-ce que tu as rencontré des obstacles, tu as eu des doutes? Voilà, comment tu as pu surmonter tout ça? Je me rappelle qu'à l'époque, pour se lancer freelance, alors moi, une des premières questions que j'ai posées, parce que quand j'ai voulu me lancer en freelance, la première fois, je ne l'ai pas fait tout de suite. J'avais eu d'autres freins personnels, mais la première fois, c'était en 2009. Et quand j'avais appelé la NSM tout simplement pour leur demander si j'avais le droit en tant qu'arc investigateur, architecte, de mettre à mon compte, ils m'ont dit bah, dans le droit, y a rien qui vous empêche. Donc ma première recherche a été plutôt d'un point de vue réglementaire, comment faire. Après, il y avait le choix de la société, donc ça a été assez rapide parce que en fait, je me suis vite rendu compte que l'auto-entreprise, pardon, c'était tout début des auto-entrepreneurs, mais les laboratoires, l'auto-entrepreneur peut trop vite se dissoudre pour que ça, voilà, d'un point de vue contractuel et assurance, c'est trop compliqué pour eux de prendre des personnes comme ça. Donc, je me suis mise en libéral très rapidement. Après, c'était de lire aussi, de faire des recherches sur Internet, quelles sont les modalités, de rencontrer des experts, que ce soit des avocats ou des comptables pour savoir comment bien mettre en place les choses. Et puis bah, après, on avale sa peur hein, et on se dit, bah, c'est comme quand on est Ouais. plongeoir. Hein. Euh, Vas-y ma poule, ça va bien se passer, d'autres l'ont fait avant toi. Puis, et puis on se lance Oui, quoi. On se lance et finalement, des fois, toutes les peurs qu'on a eues pendant plusieurs semaines, on dit oui, non, j'y vais pas, j'y vais. Et puis en fait, il y a un jour, vous dites, ah là, j'en ai marre de pas savoir, j'y vais, de toute façon, au pire, je me c'est casse la ça. gueule. Voilà, au pire, je me fais un bon plat et puis c'est mal et puis bah, je repartirai dans le salariat. Mais oui, je pense que la première des choses, ça a été ça. Et puis aussi de bien revoir un peu la réglementation sur certains aspects parce que quand on est tête baissée dans des projets, etc., on n'a pas forcément une visibilité sur la réglementation qui change sur deux, trois points. Donc essayer voilà, de, de me reformer ou de revoir les trucs parce que quand on est indépendant, c'est un peu des points que les gens oublient souvent, c'est euh, on est maître de notre propre expertise, c'est-à-dire qu'on doit s'auto-former, on doit aller chercher la formation et l'information. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours prévu dans le business plan des entrepreneurs. C'est-à-dire que, enfin, moi, mon métier, entre le moment où je me suis lancée en février 2016 et aujourd'hui, on est en 2025, donc ça fait 9 ans.
enfin, j'ai appris, j'ai emmagasiné un nombre de formations, de lectures réglementaires de dingue, Mm, quoi. mm. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération dans son temps de travail aussi. Donc, essayer de voir comment on va travailler, comment on va chercher ses clients. Et ça, bon, moi, à l'époque, il y avait pas, il y avait d'Internet, mais pas encore développé Oui. comme on l'a aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vrai que voilà, faut prendre le temps d'écrire des posts, de se faire Mm, connaître, d'aller sur des salons. En fait, quand on est entrepreneur, c'est le plus dur, oui. je trouve. C'est de tout organiser comme ça. Mais je ne changerai pour rien au monde. D'accord. Bah, Et les change. gens qui essayent de me driver quand je fais des projets, je leur dis non mais je t'explique, je m'embête pas à passer mes nuits à faire des Ouais, trucs pour être autonome. c'est ça. C'est pour que tu essayes de me driver ma vie en fait. Ça va pas le faire, hein. Et donc, je sais qu'il y a le truc aussi de... Bon, c'est entre parenthèses, hein, c'est hors sujet, mais je sais qu'il y a le truc du CDI, enfin du salarié déguisé un petit peu, où certaines entreprises proposent des contrats, mais c'est comme si tu es salarié, mais tu n'es pas salarié. Donc, il faut respecter des horaires. C'est ça. De subordination. Alors moi j'ai fait le choix de ne plus être à 100% pour un client Ouais. parce que j'ai eu le coup. Euh, et pendant un long moment, je travaillais pour une seule investigatrice qui avait pas mal d'études, mais qui est hyper spécialisée dans sa spécialité, qui a une spécialité dans sa spécialité. Et du coup, il y avait des études cliniques, on avait plusieurs études cliniques avec plusieurs patients, donc moi, ça m'occupait ma semaine, hein. Mais par contre, il y a eu une étude qui est revenue avec des résultats négatifs. Et en fait, on avait 3 études au sein du cabinet sur la même molécule. Ah, Donc, ils ont tout arrêté en même ouais. temps. Et donc, on a un mois pour tout Ouais. clôturer, tout fermer, sortir les patients. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec une perte Sans financière, rien, ouais, enfin ouais. Ouais. prévisionnelle, monstrueux. Mm. Donc, je me dis, c'est terminé. Maintenant, je ne mets pas tous mes œufs dans Bien le même sûr. panier. Mm. Et puis, du coup, ça m'a fait redécouvrir la possibilité de faire du multitâche, multi-études, Ouais. multi-projets. Et je pense que Donc, tu l'es naturellement aussi, parce que je vois un petit peu, bah, t'es un peu partout. Là, je vois Las Vegas, Amsterdam, les dispositifs médicaux, experte, voilà, formatrice, voilà, t'es un petit peu partout. Et je pense que ça fait partie vraiment de ta personnalité, hein, voilà. je suis je pense que je fais partie des Oui, multipreneurs, oui. c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à rester sur un seul projet. Parce que des fois, les projets bah, n'avancent pas aussi vite qu'on ne le Et on voudrait. s'ennuie Donc, vite. Mm. Ouais, voilà, moi, je te comprends. voilà. Euh, le dispositif médical, en fait, je suis tombée sur la réglementation, sur un article qui disait que, voilà, en 2017, vraiment en 2017, je suis tombée dedans, j'ai lu la réglementation et je me suis rendu compte que, apparemment, les investigations cliniques, c'était un passage entre le MDD et le MDR, donc entre la directive qui avant me permettait de marquer les dispositifs médicaux et le règlement européen qui est arrivé après. Il y avait un gap au niveau des exigences en données cliniques qui était Mm. monstrueux et que là, on allait très certainement avoir un énorme besoin auprès des fabricants. Donc je me suis dit, voilà, il faut que tu te formes sur le maximum de choses en dispositif Ouais. médical. Donc voilà, j'ai intégré des formations, je me suis payé des formations, etc. Et du coup, ça m'a permis d'étendre un peu mon champ d'action en étant sur du dispositif médical où l'approche n'est pas du tout la même qu'en Ouais. pharma. Donc c'est aussi hyper intéressant parce qu'on passe, je sais pas, de l'IA pour de l'analyse en radiologie à une pompe de perfusion. Oui, Enfin voilà, c'est c'est vaste. hyper Oui. varié. Voilà. Et donc moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est découvrir des... J'ai pas fait médecine parce que je tourne de l'œil dès que je vois du sang ou quelqu'un qui a mal. Mais par contre, ce qui me plaît, c'est ça, c'est à un moment donné, on a un produit, on en fait quoi, qu'est-ce que ça permet et comment on peut éventuellement l'utiliser en autre Ouais. chose. Et ce que j'aime, voilà, c'est essayer de voir plusieurs choses différentes, de voir après comment certaines peuvent se regrouper et créer des synergies. Et donc aujourd'hui, dans ma façon de vivre mon travail, euh, comme c'est vrai que je vais sur des salons, mais par curiosité, il y a Oui. des salons où je vais toute seule, je fais pas forcément de Oui. post et tout dessus, mais ce que j'aime, c'est aller voir les différentes solutions qui existent, mais à tout niveau. Ça va de l'équipement de recherche fondamentale je sais pas, à des équipements de Oui. vente pour des produits de santé, etc. Et aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est justement
de voir un peu comment fonctionne la santé de manière globale, d'apporter moi ma connaissance de la recherche clinique et du coup de l'éthique du patient et des fois aussi une approche qui est un peu différente de celle qu'ont les porteurs de Mm. projets. Il y a des médecins, il y a des chercheurs, il y a des jeunes entrepreneurs, des ingénieurs qui ont des superbes idées, mais qui ne se posent pas forcément toujours la question du Mm. terrain. Donc, je pense que c'est aussi important. Et puis, ce que j'aime, voilà, c'est maintenant, c'est fédérer les gens, leur créer des synergies. Si, par exemple, toi, demain, tu me dis, je suis dans un projet, j'aurais besoin de telle Mm. solution, il est probable que, voilà, dans mes cartes de visite, j'ai la solution et je préfère te donner le contact que de devoir attendre pendant trois plombes. Mm. Donc, voilà, c'est créer des synergies comme ça, créer des liens, Mm. se faire rencontrer les gens. Et je pense que ça, c'est une belle partie qu'on a sur la santé qui est possible. C'est-à-dire que les gens sont autour d'un sujet de la recherche et autour d'un sujet de l'amélioration de la connaissance et toujours faire mieux, qu'on n'a pas dans tous les Mm. domaines. Parce qu'il oui, il y a cette passion de la science en fait. Bien sûr, il y en a qui veulent se faire de l'argent en santé parce que ils voient le billet qu'ils peuvent prendre. Maintenant, tout le monde n'y arrive pas. Euh, je peux vous dire que on fait plus de bénévolat de temps en temps, mais quand on est passionné, bah voilà. À bon entendeur, Mais voilà. à bon Ça c'est entendeur, dit. si certains veulent des missions payantes, voilà. Mais par contre, c'est des heures qu'on passe et finalement, elles nous pèsent pas sur notre Mm. quotidien. Même si de temps en temps on est fatigué, d'être multipreneur, ça permet aussi de créer des choses qui sont belles, quoi. Enfin, moi, quand je vois que j'arrive à créer des nouveaux projets entre des gens qui vont permettre peut-être de mettre en place des solutions pour des patients qui sont isolés en campagne, etc. Bah, je me dis, bah, finalement, tu vois, ça t'a pris 1 heure et demie de les faire rencontrer, de discuter, de leur montrer pourquoi ils pouvaient travailler ensemble. Oui, tu t'es papillé là-dessus. Putain, mais regarde, c'est génial. Donc, voilà, des fois, j'avoue, de la petite satisfaction ponctuelle Ouais, personnelle. Oh, finalement, c'était c'était. c'était pas con mon idée. C'est ça, Bon, des fois, je me dis, c'est qu'est-ce que je c'est- fais là? Mais c'est ça, c'est qu'on se valorise avec ça et voilà, c'est pas un métier forcément. Enfin, je peux pas parler de métier spécifique dans ton cas parce que tu as plusieurs casquettes. Donc voilà, c'est vraiment, je dirais, consultante et experte en recherche clinique. Donc c'est vraiment vaste. Tu proposes plein de choses, mais sinon, énergie, genre, je vais m'appeler, je créatrice pense. Ouais, originale. créatrice SS. Et donc, c'était la question suivante. Donc, c'est ce qui t'intéresse le plus, j'ai l'impression, c'est ce qui te fait vibrer le plus, c'est de créer des synergies. Enfin, parmi parce que je voulais poser la question par rapport à ton métier exactement. Enfin, qu'est-ce que tu fais réellement? Là, t'as quasiment répondu, mais parmi toutes tes casquettes, c'est laquelle que tu préfères mettre? C'est dur de répondre à ça. Tu peux préférer plusieurs, hein, il n'y a pas de... En fait, j'aime créer des choses. Et donc, quand je crée quelque chose, que ça soit le logiciel que j'ai créé avec ma société de check-up pour la conformité de la chaîne de distribution des dispositifs médicaux ou créer des projets avec des chercheurs, Mm. etc. Pour moi, c'est créer de la valeur quelque part. C'est soit de la valeur éthique, soit de la valeur scientifique, mais de sécurité. Enfin, euh, je pense que ce qui vraiment et ce qui est rigolo, c'est que ces 15 derniers jours, quand j'ai échangé avec des gens qui ont appris à me connaître ou qui me connaissent bien, l'écho que j'ai eu, c'est mais Héloïse, enfin, mets les gens en relation, c'est ça, anime des conférences, des choses, parce que finalement, c'est ton Mm. énergie qu'on retrouve là-dedans et qui te va si bien. Et du coup, en ce moment, je me pose des questions. Comment je peux faire ce que j'aime le plus, à savoir mettre les gens en relation, Mm. créer de la valeur, mais en me faisant payer. C'est-à-dire ce que je fais depuis des années. Ouais, Voilà, j'aime donner du conseil, j'aime prendre du temps pour faire des choses, etc. avec d'autres, parce qu'il y en a qui méritent vraiment d'avoir un coup de pouce aussi, bien sûr. parce que quand on est porteur de projet, les problèmes financiers, enfin là,
j'ai eu aussi une start-up, donc je sais ce que c'est que les difficultés. Tout le monde veut nous vendre de Mm. tout. On a des réglementations qui sont tellement de plus en plus drastiques Mm. qu'il faut 36 logiciels pour gérer deux Oui, trucs. Euh, et donc aujourd'hui, ça fait aussi du bien de temps en temps de pouvoir donner gratuitement exactement. quelque chose qui va enlever une épine du pied. Donc j'aime à dire que le jour où je gagne au loto, je serai la plus heureuse parce que je pourrai travailler sans me poser de questions de faire la facture derrière. Et c'est vrai que C'est tout. lorsqu'on donne, on reçoit systématiquement sans forcément nous rendre compte de ça. Mais voilà, on reçoit, hein, quel que soit le... Lorsqu'on en a besoin, on finit par recevoir, on fait du bien, on reçoit du bien, tout simplement. C'est un peu la vie, À un moment donné, c'est comme planter une graine c'est et ça, puis voir 3 mois ou 6 mois plus tard la fleur, c'est tu te ça. dis, oh, c'est vrai que j'avais planté une graine, j'avais Ouais. oublié. Et, et ouais, enfin, moi enfin, je suis curieuse et j'aime tellement la science que en fait des fois des fois je lis des magazines de dispositifs Ah oui, médicaux. carrément, Il y a un magazine qui s'appelle Dis- oui. du coup, il y a beaucoup d'un. Et des fois, je lis un petit article, je dis putain, c'est génial ce truc. Et je dis juste ça, et j'ai ma fille et mon conjoint qui me dit, c'est quoi du coup que tu es en train de lire? Et là, alors bon, moi j'ai une fille de 15 ans qui me dit, ah ouais, donc toi, ça, c'est des trucs qui t'éclatent, quoi. Bah oui, Malheureusement, parce oui. que c'est un petit truc de rien, mais qui va changer la vie de beaucoup de C'est projets. ça. Donc, c'est des fois, c'est. Ouais, et je pense que c'est ça qui m'attire aussi dans la recherche Oui. clinique. En fait, je te C'est. comprends parce que ça me parle parce que j'ai déjà eu la réflexion d'une collègue qui m'a dit, mais en fait, tu parles tout le temps de recherche clinique. Même hors le travail, donc tout ce qui est création de contenu, etc., ce que je fais sur mon site, larechercheking.com, ou ce que je fais sur LinkedIn et Instagram, enfin toutes les plateformes. Et là maintenant, du coup, le podcast, ben, je le fais sur mon temps libre. C'est plutôt une passion partagée, et surtout pour réseauter aussi. Et donc, ben, j'ai eu cette réflexion-là de, ok, pendant ton temps libre, tu parles aussi de recherche clinique, et quand tu travailles dans la recherche clinique, t'en as pas marre à un moment donné. J'ai dit, bah, en fait, non, j'ai pas l'impression de travailler lorsque je fais de la création de contenu, lorsque voilà, je participe à des événements ou autres. Donc, je m'éclate. Donc, je te comprends tout à fait. C'est comme avoir des idées de développement, de business. Mm, Bon, on a un ami commun. Nous, quand on est tous les deux, c'est un enfer. Parce que on est là, oh, t'as vu ce truc-là? Et t'imagines si tu prends ça et que tu fais ça avec, oh là là, ça peut cartonner. Mais on peut pas développer tout, enfin, on peut pas créer une boîte à chaque fois qu'on a une idée parce que c'est ça. on aurait pu assez de temps. Mais je crois que ouais, ce que j'ai aimé dans la recherche, c'est la création. C'est, c'est la recherche de comprendre pourquoi ça fonctionne comme Mm, ça, comment on peut gérer, parce que c'est un état d'esprit aussi, hein. Moi, j'aime comprendre comment fonctionnent les choses et comment on peut les améliorer et qu'est-ce qu'on peut faire. Et finalement, la création me plaît. Le développement mm, derrière, finalement, c'est un peu moins ma partie, oui. on va dire, sauf dans le développement clinique, parce qu'on est encore aux Mm, prémices. Mais par contre, moi, le début, le challenge alors, on fait quoi? On a le stylo au milieu, et du coup, ça, on en fait quoi pour en faire un livre, pour en oui, faire un édito? Voilà. Bon, et aujourd'hui, je pense que quand on est dans la recherche clinique, il faut aimer ça. c'est ça. Faut aimer ça parce que sinon, le projet, on n'arrive pas à les porter. On n'arrive pas à comprendre pourquoi on fait notre métier. Oui, Donc, ça fait partie, on va dire, des fois, des obstacles qu'on a, c'est de rencontrer des gens qui ne comprennent pas cette façon de travailler. Et on a le problème à l'hôpital, oui, hein. Hélas, hein. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui freine aujourd'hui la recherche, c'est qu'on a des administrations qui n'ont pas cette passion. oui. Donc, ils ne comprennent pas, en fait, Mm, les médecins qui veulent mettre en place des projets, voilà. Et donc, comme ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas prendre le risque. oui. Parce qu'on travaille, enfin, pour moi, la médecine zéro risque n'existe pas. Donc en fait, il y a un risque mitigé à avoir, mais par contre, il faut savoir accepter le risque. Et ce risque-là, on le prend pareil quand on est entrepreneur. C'est ça, en fait, si On ne on... sait pas si le mois prochain on va bouffer, Ouais. mais bon, En fait, tant qu'on est là, ça va. si on ne prend pas de risque, on ne peut pas savoir si ça fonctionne ou pas.
c'est le principe dans tout, pas uniquement dans la recherche clinique. Donc la première personne qui a, je pense, inventé un téléphone, bah, je savais pas que ça allait exploser comme ça. Il y a un podcast qui s'appelle Les entrepreneurs. Je vais te le retrouver. Oui. Et que j'ai adoré écouter parce que justement, ils s- les entrepreneurs de légende. Mhm. Entrepreneurs de légende. Et donc en fait, ils font l'histoire de manière très courte, hein, je crois que ça dure 15-20 Oui. minutes, d'un entrepreneur en montrant comment il a réussi à arriver où il en est aujourd'hui. Ah, faut voir, il y en a par où ils sont passés quand même, Oui. hein. Et on l'aime ou on l'aime pas, mais quand on écoute l'histoire d'Elon Musk ou quand on voit des reportages sur lui, et qu'on s'arrête avant Trump, Ouais, il a pris des risques un nombre de fois c'est ça. incalculable, il a tout Oui. perdu, il a recommencé. Donc je pense que c'est ça, être entrepreneur, c'est savoir prendre le risque et savoir accepter que bah, demain peut être super bien, comme demain peut être tout noir, C'est quoi. ça, c'est Faut juste savoir en savoir fait. faire bien Il y a accrocher. la prise de risque et il y a aussi le fait d'accepter qu'on échoue Mm, et ne pas le prendre comme un échec. C'est ça le. tout Donc, à voilà. fait, c'est Donc, ça. Héloïse, la dernière partie, c'est les conseils. Là, on va s'adresser à nos auditeurs. Selon toi, quelles sont les options les plus accessibles après un post-bac? Alors ça, c'était très dur pour moi de le savoir. Je te dis pourquoi? Parce que je pense que ça dépend de la personnalité des Mm. gens. Moi, j'ai vu des arts qui reprennent des études pour devenir médecin. Donc, comme quoi, Il faut du courage. enfin voilà, on peut faire un gap Oui. de géant. Euh, les plus accessibles, il y a le métier de la recherche clinique. Je pense qu'il faut être ouvert au type de produit, ne pas s'arrêter uniquement aux produits qu'on connaît, Oui. pharma, DM. Aller voir un peu ce qui se passe aussi en Mm. cosméto. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est qu'il y a de la recherche clinique aussi dans le domaine de la Mm. défense. Il y a de la recherche clinique au niveau nucléaire, il y a de la recherche clinique, enfin, il y a plein de Vétérinaire domaines aussi, ouais. Mm. Oui, vétérinaires, oui. voilà, c'est en train d'exploser le veto. Mm. Et je pense que euh, il faut quand même bien connaître le fonctionnement, les rouages de la recherche clinique pour passer sur un poste de chef de projet. Moi, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'aujourd'hui, on a des formations qui forment au chef de Mm. projet mais qui n'oblige pas, entre guillemets, à avoir une expérience de terrain d'abord en tant qu'arc. Oui. Parce que faire un protocole, mettre en place un projet, ça nécessite de bien connaître le terrain. Et on a beaucoup de projets justement qui sont, enfin, qu'on met en place de manière un peu Mm. bancale, parce qu'il n'y a pas cette connaissance, parce que les gens restent sur des vieux schémas de protocoles, etc. Il y a beaucoup de Oui. copier-coller. Enfin, franchement, enfin, il y a des protocoles que je trouve dommage, même de pas forcément des petites sociétés, hein, c'est souvent d'ailleurs des grands groupes qui font toujours un peu les mêmes Oui. choses parce que bah, ils ont un modèle, voilà, ils ont un template en Mm. interne et voilà. Alors qu'une maladie, c'est pas un C'est template. ça. On n'a pas un patient qui va avoir la même maladie, la même approche, les mêmes enfin, Et il faut être réaliste en fait. Et moi, j'ajouterais aussi le fait d'avoir de l'expérience en tant qu'arc avant de devenir chef de projet. Ça permet aussi de bien manager et mieux manager l'équipe. Parce qu'on ne peut pas. Moi, j'ai vu deux types de profils. Alors, des profils qui ont eu l'opportunité de devenir chef de projet directement, et puis le management n'était pas. En fait, parfois, les personnes n'étaient pas sensibles à certaines situations des arcs. Il faut savoir que c'est un métier, alors si je parle de dark monitor, hein, parce que j'ai connu que ça, mais métier difficile. On se lève très tôt, on prend le train ou l'avion, il faut travailler, être opérationnel directement, donc on se fait violence quand même. Hein, il faut une énorme concentration, il faut une énorme organisation, rigueur. Et on connaît les enjeux aussi, il faut des données les plus correctes possibles. Et en fait, on se retrouve avec des chefs de projet ou des managers qui ne regardent que les deadlines, qui ne regardent que les ah oui, le protocole n'a pas été fait dans 5 jours, pourquoi voilà. Moi, à un moment donné, c'était une période où
les arcs enchaînés, les clôtures. D'accord. Et puis, j'ai vu que c'était quasiment impossible, humainement impossible, de respecter les deadlines. Parce que quasiment, l'arc était absente toute la semaine. Elle n'allait pas travailler le week-end non plus. Donc, on a discuté avec la chef de projet. J'ai dit, bon, écoute, là, les deadlines, je peux pas imposer les deadlines, ce n'est pas réaliste. Elle m'a dit, bon, ok, on s'en fiche. Bon, j'espère qu'ils vont pas, que la DRC ne va pas écouter ce podcast, mais il faut être réaliste en fait, c'est tout. Les protocoles, les rapports ont été faits, ils ont été corrigés, tout est nickel, tout a été fait, en tout cas pendant cette période, mais à un moment donné, lorsqu'on est passé par là, on peut comprendre la galère des autres. Et ça, c'est très 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 important. Il y a l'empathie, il y a le fait de faire un bon protocole et le fait d'accompagner aussi les autres, les centres, les médecins et tout ça, de comprendre aussi le terrain et comprendre ses collaborateurs qui sont à côté. Donc c'est très important d'avoir de l'expérience. Personnel sur les sites et dans les CRO. Enfin, moi, j'ai connu des CRO qui mettaient les moyens pour avoir suffisamment de personnes pour gérer les sites et pas les surcharger. Et d'autres CRO où, très clairement, les ARC avaient trop de sites, trop d'études. Mm, Donc, ils n'arrivaient plus à suivre. Donc, finalement, la qualité derrière, elle s'en ressent aussi. mm, Je trouve que aujourd'hui, effectivement, les meilleurs chefs de projet que j'ai rencontrés, ce sont des gens qui avaient été ARC. C'est-à-dire que même si eux, ils avaient des deadlines à respecter, ils faisaient déjà un premier tampon oui. entre, on va dire, la gouvernance et le terrain. Et quand il y avait vraiment une deadline à respecter, ils avaient l'approche efficace et adaptée pour nous dire, OK, là, on a une urgence, c'est ça. Donc là, vous allez nous faire toute la revue de cette partie-là, et derrière, vous ferez ça. Mais parce qu'on a ça et ça, on a une analyse intermédiaire, il y a une publication qui doit sortir, on a besoin de ces données-là, sinon on sera bloqué, et le client ne pourra pas émettre... voilà. Et par rapport à ses investisseurs, il doit soumettre une publication. Donc, quand il y a des justifications, et dans ces cas-là, on dit, OK, mais alors est-ce que tu m'autorises à mettre un peu de côté ce projet-là, à faire moins de visites sur site, etc. Voilà, tout s'explique. Mais je pense qu'on a aussi des problèmes des fois de CRO, des sponsors qui ont l'impression que c'est la seule étude sur le terrain. Donc moi, en freelance, ça m'est arrivé une ou deux fois d'expliquer gentiment à mes clients. J'ai dit, mais vous êtes au courant qu'il n'y a pas que notre étude. Oui, mais on est pressé. Ben, je dis oui, oui, oui. À peu près comme 70% des autres. Exactement. Tout le monde est pressé. Les 30% qui ne sont pas pressés, c'est ceux qui viennent de mettre en place l'étude. Tous les autres, ils sont pressés, ils ont des deadlines, etc. Il y a des audits, il y a des études intermédiaires, des analyses intermédiaires. On est obligé de donner de la data, etc. Donc tout le monde est pressé, sauf que sur le terrain, ce que vous oubliez, c'est que les ARC, en même temps qu'elles sont là, les ARC investigateurs, en même temps qu'ils sont là pour nous aider à répondre à nos questions pendant les monitorings, ils doivent gérer les autres études pendant les patients. Parce que si demain, on avait, pour la visite d'un patient de notre étude, des données manquantes ou pas de prélèvement, etc., parce que l'autre était sur un monito, vous n'apprécieriez pas. Donc, c'est à un moment donné, je pense que les gens oublient ça. Ils oublient cet aspect-là que on va sur site. Et moi, et notamment avec les médecins, moi, la rencontre du médecin à chaque visite, je dis, mais est-ce que vous vous rendez compte que quand c'est le chef de service, C'est le compliqué d'avoir. KPI, il a peut-être dans des très gros centres. Donc il y a des petites, hein, mais on va dire, imaginons même s'il en a 20. Et donc il a 20 jours et les gens viennent une fois par mois. Ça veut dire qu'une fois par jour, il a un monitoring. Et au milieu, il doit faire ses consultations, pour peu qu'il soit chirurgien, ses blocs, ses formations, ses trucs. Donc à un moment donné, c'est pas faisable. Donc s'il n'y a pas de nécessité, c'est pour ça que sur certains aspects, je pense qu'il y a des modifications à faire de l'approche du terrain. Et c'est une évaluation des risques qui de temps en temps est mal évaluée, à mon sens. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et là, mis à part le fait d'avoir de l'expérience, quelles sont selon toi les compétences qu'un arc devrait absolument développer, si tu peux en citer trois? Curiosité d'apprendre.
je pense que c'est indéniable. Si on n'aime pas apprendre, lire un protocole et comprendre ce qu'on va faire, Mm. ça ne marchera pas. Si on est multipathologie, comprendre la pathologie, ça, du coup, on ne pourra pas se mettre dedans. Donc, je pense que la curiosité d'apprendre. Euh, alors, l'organisation aussi, savoir gérer et être ordonné pour pas perdre les Mm. papiers, pour pas perdre les informations, etc. Et la troisième, je crois que c'est la persévérance. Voilà, être persévérant parce que tout paye et c'est juste que de temps en temps, il faut savoir sortir dehors, respirer un grand coup et se dire que ça va aller, on va bien gérer. D'accord. Et pour une personne, enfin toujours un arc qui veut changer de voie, quand je dis changer de voie, pas forcément changer de milieu, hein, on reste toujours dans la recherche clinique, mais il ne sait pas par où commencer, donc quelles seraient les 3 premières actions à entreprendre? Sur LinkedIn, on peut trouver des profils de personnes avec des différences de parcours. Je pense que déjà regarder un peu ce qui se fait autour de Mm. soi. Alors des fois, c'est même au niveau, au sein de son lieu de travail, Oui. hein. C'est voir un petit peu ce qui existe déjà comme autre boulot. Éventuellement, si à travers les réseaux ou les lectures, on se rend compte qu'il y a d'autres métiers qui existent, pourquoi pas proposer le poste, la création de poste sur son lieu de travail, en disant voilà, ça va apporter telle et telle chose. Je pense qu'il y a déjà la curiosité d'aller voir un peu sur les réseaux, sur Internet. Il y a plein de sites. Après, on a le site aussi du LEM Oui. et du SNITEM qui donne pas mal d'informations sur les différents métiers qui Mm. existent hein, dans nos milieux, que ce soit en recherche clinique ou en Mm. dehors. On peut faire de la recherche clinique et puis derrière décider d'évoluer sur un projet complètement différent, mais toujours au sein du Mm. médical. Donc, je pense qu'il irait faire un bilan de compétences aussi parmi les... Bilan de compétences et un bilan d'envie. De quoi j'ai envie? Est-ce que je vais être sédentaire, pas sédentaire? Est-ce que je vais avoir des responsabilités ou pas? Si j'ai des responsabilités, il faut bien comprendre que bah, si tu fais pas ton taf derrière, bah, tu vas avoir, tu vas avoir des Mm. problèmes. Donc voilà, un bilan de compétences et d'envie pour savoir un peu où on en est, éventuellement ce qui pourrait nous manquer pour accéder à un autre Mm. poste. Voilà, renseignements sur ce qui existe, renseignements sur soi, Mm. voilà. Et des fois, peut-être aussi demander à notre entourage, mais professionnel, personnel, Oui. qu'est-ce qu'ils pensent, dans quoi ils me verraient, etc. Ça peut aussi donner des fois une autre vision de notre métier et de ce qu'on peut offrir Oui, tout à au fait, monde hein. Il y a professionnel. des opportunités qui peuvent se créer comme ça, juste en demandant. Et moi, j'ajouterais, ben, vous pouvez écouter les podcasts de la voix de la recherche clinique pour en savoir plus. Et voilà, parce qu'il y aura plein de retours d'expérience comme on fait aujourd'hui. Les personnes qui racontent leurs histoires, parce qu'on passe plus de temps à travailler hein, qu'autre chose. Et donc, voilà, on raconte un petit peu notre vie et comment on a évolué. Là, je te poserai la dernière question, Héloïse. Si c'était à refaire, est-ce que tu suivrais le même parcours et est-ce qu'il y a certaines choses que tu ferais différemment? Pas le même parcours parce que je suis là, parce que j'ai eu ce Mm. parcours-là. Et que ce que je vis aujourd'hui, même si j'ai des moments plus difficiles que d'autres, on va dire, dans le boulot, etc., j'adore aujourd'hui la, la richesse intellectuelle scientifique que m'apporte ma position. Donc, je ne changerai pas du tout mon parcours. Par contre, il y a une chose que je ferais, c'est avoir un peu plus confiance en moi. Mm. Mais j'y travaille encore. Mais Hein. franchement, moi, y Euh, a pas... moi, je vois pas. C'est ça. Ensemble, il y a toujours un gap. Et surtout, je laisserai de côté les gens, mes détracteurs. Ceux qui auraient tendance à me dire non, mais tu vas t'embêter, Oui, ça va être ça compliqué. sert à Non, rien. pas maintenant. T'as un poste à l'hôpital, machin. Qu'est-ce que tu t'embêtes? Non. Je pense que là, il y a des gens qui m'ont freiné. Mm. J'aurais pu faire des choses bien avant. Mm. Et ces gens-là, maintenant, voilà, quand je vois ce que je fais et le bonheur que j'ai la majorité du temps de mon temps de travail
à voir, à discuter avec les gens. Moi, tu vois, ce qu'on fait là, Nawel, j'aurais jamais pensé pouvoir le faire un jour dans ma vie, quoi. Je voyais pas ce que je pouvais apporter aux gens. Et je me dis, bah, peut-être que toi, tu vois pas, mais peut-être qu'il y a des gens que ça peut intéresser. Donc, vas-y, fais-le, ose. Et ça, c'est du bonheur de voir des gens comme toi, de rencontrer des gens comme toi que j'aurais peut-être pas rencontré. Et moi, j'ai adoré Réciproque. faire tout ce qu'on a fait Ah déjà oui. ensemble avec Je t'ai les chopé, concours et autres. oui, on avait fait alors une vidéo, c'était lors des RNAT, donc rencontre nationale des arcs et des techs. On l'a fait, je sais plus quelle date, je crois que c'était le 10 décembre 2024. Et je l'ai chopée, elle était partout. Je l'ai chopée, mais vraiment, je crois que c'était le seul moment où elle s'est assise, elle s'est reposée en même temps. M'endormir, je pense, en Et me disant, oh, ça et je y l'ai est. chopé de force. Oui, Héloïse, tu me fais une interview parce que je pourrais pas te choper un autre moment. Donc, effectivement, ça fait vraiment plaisir de rencontrer aussi des personnes comme toi, des personnes passionnées qui aiment le partage. Et voilà, je pense que ça sera pas j'espère que ce sera pas le seul épisode et les seuls moments de partage qu'on aura. Plaisir. Et donc, du coup, ben, je vais aussi avoir l'occasion de parler sur des salons. Donc, si les gens veulent venir à ma rencontre, il n'y a pas de problème. Je suis la tornade, hein, donc c'est mon surnom, un tornado. Donc, je suis cheval de Zorro, moi, hein. Donc, faut me choper au vol quand vous me voyez parce que, et pas, ne pas vous vexer si d'un coup je suis dans autre chose. Et des fois, je suis dans ma tête et je suis pas forcément dans C'est ça, dans ce que je regarde. c'est tout à fait Héloïse, elle est comme ça, donc voilà, faut lui pardonner. Donc, en tout cas, Les gens que je n'aime pas le savent tout de suite, de toute façon. en tout cas, Mais il n'y en a c'était pas beaucoup, heureusement. intéressant. Merci beaucoup pour ce partage, Héloïse. Et voilà, je remercie les auditeurs aussi d'avoir écouté tout le podcast. N'hésitez pas à partager, à aimer. Vous... Suivez Nawel sur les réseaux. Oui, je mettrai aussi... Elle est géniale. Merci. Et je mettrai aussi LinkedIn d'Héloïse en description, le lien aussi de Check-up, hein, de Deuxième son bébé. outil. Et voilà, n'hésitez pas à la suivre. Merci à tous pour l'écoute. Merci Héloïse et à bientôt. Merci Nawel. À bientôt.